Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, Paris est une ville en pleine mutation, où les progrès technologiques s'invitent dans le quotidien des citadins. La France et sa capitale ouvrent alors la page du Second Empire, marquée par un ordre bourgeois implacable, des innovations tous azimuts et les fêtes de la bonne société qui s'épanouit dans les hôtels particuliers le long des boulevards. C'est dans ce milieu qu'émerge l'un des premiers grands photographes de l'histoire, le portraitiste de génie Félix Tournachon, alias Nadar. Ce personnage haut en couleur, infatigable touche-à-tout, a posé un regard neuf, curieux et moderne sur sa ville. Il enchaîne les prouesses. Premier cliché aérien, première photo à la lumière artificielle. Mais Nadar doit surtout sa renommée à ses portraits des célébrités de l'époque, comme Baudelaire ou Victor Hugo. Il invente ainsi un style unique de portraits dépouillés qui inspireront bien d'autres photographes après lui. Quand il arrive dans la capitale en 1838, le jeune homme, originaire de Lyon, n'a que 20 ans et vient de perdre son père. Et l'endroit où il aime flâner, c'est Montmartre, qui n'est encore qu'un village. C'est ici qu'il découvre le Paris bohème. Pour subsister, il publie quelques articles et critiques dramatiques dans les nombreux journaux qui circulent à l'époque. Mais surtout, il entre de plein pied dans les cercles littéraires, lui qui rêve d'embrasser une carrière artistique. La faune de la place du Tertre à l'époque de Nadar, en fait, c'est une faune relativement hétéroclite. Il y a la bohème artistique et littéraire, mais qui vit chichement. Et puis à côté, il y a le monde laborieux, il y a le monde, qu'on pourrait dire, ouvrier parisien. Et en fait, tout ce monde-là se côtoie et vit ensemble dans les mêmes immeubles. Il y a une volonté d'arriver à être célèbre dans la tête de Nadar. Et donc, il va rencontrer des cercles d'artistes plutôt dans le champ de la littérature. Il va rentrer dans la Société des buveurs d'eau, qui est une société fictive, créée par Henri Murger, qui rassemble beaucoup des littéraires de la bohème. C'est un intime de Nerval, c'est un intime de Baudelaire, c'est un intime de Dumas, c'est un intime de George Sand. Quand il circule dans la rue, il ne peut pas faire 2 mètres sans reconnaître quelqu'un. Il se remarque de très loin, il fait 2 mètres avec cette grande chevelure rousse. Ses amis disent qu'il a tous les viscères en double, c'est-à-dire qu'il a une énergie folle. Il dort que très peu d'heures la nuit. Devenue aujourd'hui le rendez-vous des dessinateurs et des touristes, la place du Tertre, ouverte en 1635, est alors le QG de Nadar et de ses amis artistes, tous en quête de reconnaissance. Peintres, chansonniers et poètes refont le monde dans les cafés montmartrois et organisent de grandes fêtes dans les mansardes. La légende raconte que le terme bistrot serait né ici. Les Cosaques, stationnés à Paris après la défaite de Napoléon Ier, avaient pour habitude d'interpeller les cafetiers en leur criant en russe « bistrot, bistrot », ce qui signifiait « vite, vite ». Comme ses comparses de la bohème, Félix Nadar vit chichement. Un trait de génie va lui permettre de mieux subsister. Il met à contribution ses amis célèbres en signant des caricatures, une forme d'expression très en vogue à l'époque. Il se lance dans ce qu'on appelle à l'époque le portrait-charge. Alors le portrait-charge, c'est une caricature qui adopte le système d'une grosse tête sur un petit corps. Ça va devenir très populaire, c'est ce qu'on voit encore ici, place du Tertre. Il va se faire un nom, alors non pas sous celui de Tournachon, qui est son identité civile, mais il va petit à petit adopter comme nom de plume le nom de Nadar. Dans les années 1830, on met Dar partout, donc de Tournachon, il va devenir Tournadar. Nadar va devenir son nom. Mais rien n'arrête ce passionné. S'il peine à gagner sa vie, les amitiés que Nadar a nouées sur la butte Montmartre vont lui permettre d'élargir son réseau à tout le gratin parisien de l'époque. Il se lance alors dans un projet fou, réaliser 4 galeries de caricatures de gens célèbres du monde de la littérature, de la poésie, de la musique ou encore de la peinture. Le projet est pharaonique, démesuré évidemment, comme tout chez Nadar.
Faire l'objet d'une caricature, c'est un gage de célébrité. C'est-à-dire qu'on ne caricature pas des anonymes, on caricature des gens célèbres. C'est gagnant-gagnant. Finalement, seules les caricatures des hommes de lettres, qui regroupent les portraits charges de 250 personnalités, verront le jour. En plus d'asseoir sa notoriété, ce fameux Panthéon, publié en 1854, lui permet d'apprivoiser la photographie, inventée quelques décennies plus tôt par Nicéphore Niepce. Il ne s'en sert au début que comme document de travail pour dessiner ses caricatures. Mais bientôt, il se consacre pleinement à cet art naissant. Ce qui intéresse Nadar, c'est pas de décrire la vie réelle finalement, hein. C'est d'aller au-delà des apparences, c'est de pouvoir avoir un portrait psychologique. Nadar est alors déterminé à prouver que la photographie, encore considérée comme un art mineur, est capable de rivaliser avec la peinture. Il installe son atelier rue Saint-Lazare et devient très vite le portraitiste du tout Paris, à tel point que les cochers qui déposent ses clients rebaptisent la rue Saint-Nadar. La capitale vit alors un bouleversement sans précédent. La ville médiévale se mue en fleuron de la modernité. De grandes avenues sont percées et les contre-allées des immeubles parisiens se transforment en passages couverts. Ces lieux protègent les Parisiens des intempéries, de la boue et de la cohue. Mais surtout, ils sont vivants et c'est ce qui fascine Nadar. C'est donc tout naturellement qu'il installe son studio de photographie dans ce quartier, car dit-il, c'est là où tout se passe. À la Belle Époque, dans ces passages couverts, se croisent différents types de personnes. La bourgeoisie qui est en plein développement, où on croise effectivement ces dames avec ces crinolines qui deviennent de plus en plus grandes, qui montrent aussi un statut social. Différentes populations vont s'y croiser, un peu comme dans les souks, où on peut avoir aussi bien les milieux bourgeois que les milieux d'artistes de la bohème. Nadar aime déambuler dans ces passages, dont il admire l'architecture moderne qui influence sa façon de pratiquer son art. Une photographie, c'est écrire avec la lumière. Il faut de la lumière et il en faut beaucoup à cette époque, puisque les temps de pause sont plus longs et la sensibilité moins fine qu'aujourd'hui. Ce passage Jouffroy est un des premiers qui a été construit avec une structure métallique et avec cette grande verrière. D'un point de vue photographique, on a beaucoup de lumière qui passe. Ça va être un très bon point pour le studio photo de Nadar, qui va lui aussi avoir de très grandes verrières, une lumière zénitale qui va beaucoup lui servir pour les portraits. Déjà, Nadar est un photographe qui va isoler la personnalité et le regard des gens quand il va les prendre en photo. À l'époque, on aime beaucoup avoir des décors derrière, avoir des fioritures. Nadar va enlever tout ça et va vraiment se consacrer sur l'émotion du modèle. Il va, en fait, petit à petit faire oublier presque l'appareil photo, ce qui semble un peu difficile, parce que les appareils sont encombrants et ils sont très visibles. Mais Nadar, petit à petit, va créer un climat de confiance. De personnalités consacrées comme Victor Hugo aux stars montantes comme Sarah Bernhardt, toutes les célébrités se prêtent au jeu. Et le tout Paris se presse dans son atelier. Ses amis fidèles de la bohème y croisent alors de nouveaux adeptes. Les bourgeois, attirés par ce qui va détrôner peu à peu le portrait peint. Le succès est tel qu'il fait construire un atelier à la hauteur de ses ambitions, boulevard des Capucines. Au départ, c'est uniquement un étage qu'il va faire en fait s'agrandir pour en faire jusqu'à 3 étages, comme on peut le voir encore maintenant. On a conservé la façade. L'atelier est, on va dire, à la pointe de la modernité, puisqu'il a un ascenseur, il y a même des cascades d'eau apparemment à l'intérieur. Il va y mettre des objets luxueux de toutes les époques, c'est une sorte de cabinet de curiosité. Même les plus réfractaires à la photographie balbutiante succombent à l'évidence de son talent. L'implacable pourfendeur des ridicules modernes qu'est Charles Baudelaire accepte l'expérience par amitié. Tout comme la célèbre auteure de La Mare au diable. George Sand n'était pas un modèle très facile.
Nadar va l'apprivoiser d'une certaine façon. C'est ce qui va permettre aussi à Nadar d'aller jusqu'à des mises en scène, puisqu'elle va même se déguiser pour lui. Et elle disait elle-même qu'elle venait se faire photographier son vieux museau. Donc c'était effectivement, ça montrait le lien qui pouvait les unir. Dans cet atelier démesuré, son travail artistique devient production de masse. Nadar emploie une 50aine de personnes qui le remplacent de plus en plus souvent. Car son enthousiasme débordant le pousse à délaisser son studio pour vivre de nouvelles aventures photographiques. Féru de nouvelles technologies, Nadar aura l'idée ingénieuse d'appliquer les progrès de l'électricité à la prise de vue. En 1862, il est le premier à immortaliser le monde mystérieux des catacombes à la lumière artificielle. Dans le même temps, cet insatiable se lance un nouveau défi, réussir à exécuter la première photographie aérienne à bord d'un ballon. Une expérience à la Nadar que l'on peut vivre encore aujourd'hui dans le 15e arrondissement de Paris, au parc André Citroën. C'est le dirigeable, c'est l'aventure de Nadar dans les années 60 avec la conquête de l'air et surtout son ambition de créer le plus grand ballon qui ait existé à ce moment-là, le géant, un ballon de 45 mètres. Le jour de l'inauguration, 200 000 visiteurs se pressent sur le Champ de Mars. Il faut dire qu'à l'époque, c'est un événement. Les Parisiens vont découvrir pour la première fois leur ville vue d'en haut. Nadar ira jusqu'à mettre un ballon de taille standard à côté de son géant pour impressionner ses admirateurs. Même les grands hommes font le déplacement, de Napoléon III à Jules Verne, qui lui rendra hommage dans son ouvrage « De la Terre à la Lune ». Mais plus que la prouesse scientifique, ce qui anime Nadar dans ses expériences aériennes, c'est la vision artistique qu'elles offrent de Paris. Paris, en fait, c'est la ville de Nadar. Je crois que cette idée de photographier Paris, c'est d'innover en présentant une nouvelle vue de Paris, une approche inédite de Paris. Il fait face à de nombreuses difficultés et veut vraiment s'inscrire comme pionnier et va faire preuve de beaucoup de persévérance pour y arriver. Après plusieurs essais infructueux, Nadar réussit en 1858 la première photographie aérienne de sa ville, qui servira de référence pour le renseignement militaire. C'est une façon pour lui de découvrir l'aspect graphique de la ville qu'il ne soupçonnait pas. Ainsi, il rend compte des nouvelles perspectives d'un Paris alors révolutionné par Haussmann. Nadar est une personnalité flamboyante où on ne peut pas dissocier son caractère passionnel à son ingéniosité. On voit bien aussi comment Nadar veut s'inscrire dans l'histoire. Rebondissant de projet en projet, Nadar aura réussi son pari. Créer des images intemporelles, saisissantes de modernité encore aujourd'hui. Celui qui vécut tous les bouleversements du 19e siècle jusqu'à sa mort en 1910 reste l'une des figures majeures de la photographie.